Imaginez un monde où le temps ne s'écoule pas au rythme des horloges, mais au gré des crues d'un grand fleuve, où l'aube de l'histoire scintille dans la légère brume matinale sur les sables, et où le soleil revient chaque jour sur les rives antiques, comme par la volonté des dieux. C'est l'Égypte, non pas l'Égypte moderne, mais celle qui a vu le jour il y a des milliers d'années, à une époque où l'écriture commençait tout juste à apparaître sur l'argile et la pierre, et où la foi en la puissance de la nature et en la vie après la mort guidait les pensées et les actions des hommes. L'Égypte est l'une des plus anciennes civilisations de l'histoire de l'humanité. Ses rives, baignées par les eaux de la Méditerranée, sont devenues le berceau des croyances, du génie architectural, des connaissances astronomiques et d'une perception mystique du monde. Le mot Égypte lui-même nous est parvenu des Grecs, Aegyptos, qui est à son tour une forme déformée du nom égyptien antique Hutkapta, demeure de l'esprit de Ptah, l'un des plus anciens dieux de Memphis. C'est ce sanctuaire qui est devenu le symbole du grand royaume que l'on appellera plus tard l'Égypte. Mais les Égyptiens eux-mêmes appelaient leur pays différemment. Pour eux, c'était Kemet, la terre noire, en l'honneur du sol fertile et sombre dont des crues du Nil. Et aujourd'hui encore, en arabe, le nom Misr est utilisé simplement pays. Si simple et pourtant si majestueux. Les premières traces de vie humaine sur ces terres remontent loin dans le temps. Il y a plus de 10 000 ans, des chasseurs-cueilleurs ont commencé à s'installer sur les rives du Nil. Ils venaient au fleuve comme à une artère vivante, capable de nourrir et d'abreuver. Les terres environnantes m'étaient arides, brûlées par le soleil, et seule une étroite bande verte le long du Nil était comme une oasis magique, porteuse de vie. Vers le 8e millénaire avant J.C., l'élevage et l'agriculture ont commencé ici. C'est sur ces rives que l'une des premières cultures agraires du monde a vu le jour. Les archéologues trouvent des vestiges d'habitation, d'outils en pierre et de poterie qui racontent comment, lentement mais sûrement, une société sédentaire est née de la vie nomade. Vers le 6e millénaire avant J.C., les premières colonies apparaissent. L'ère de la culture badari commence. Les gens cultivent le blé, récoltent le lin, fabriquent des récipients en faïence et en terre cuite. Ils sont suivis par les cultures amratiennes, djerzéennes et sémaïniennes qui forment ensemble l'époque Nakada. Chacune d'elles a laissé des traces dans le développement de la religion, de l'art et des premières formes d'organisation politique. Le Nil, à cette époque, n'était pas seulement un fleuve. Il était la frontière entre la vie et la mort, le chemin vers un autre monde, un miroir de l'ordre céleste. Les Égyptiens croyaient que tout dans le monde avait sa correspondance dans le plan divin. Le lever du soleil, les crues du fleuve, le mouvement des étoiles, tout était soumis aux grandes lois de Maat, l'ordre éternel. L'écriture est née ici entre le 4e et le 3e millénaire, avant J.C. C'est alors, dans les profondeurs du temps, que sont apparus les premiers hiéroglyphes, des images et des symboles capables d'exprimer des pensées et des volontés. Le mot est devenu sacré et l'histoire éternelle. La vie terrestre, dans la compréhension de l'ancien Égyptien, n'était qu'un court segment sur le chemin infini de l'âme. Après la mort, l'homme était jugé dans la salle de la vérité. Si son cœur était plus léger que la plume de la déesse Maat, il se rendait au champ d'Iaru, un paradis où la vie continuait presque comme sur terre, mais sans souffrance, sans douleur, sans séparation.
Là, l'âme pouvait retrouver ses proches, ses animaux bien-aimés, retourner à son arbre natal et au ruisseau près duquel elle avait passé son dernier jour. Ainsi, dans la grande terre d'Égypte, est née l'idée de l'éternité. Une idée qui a traversé des millénaires et qui vit encore aujourd'hui dans la pierre des pyramides, dans le murmure des sables, dans les regards étonnés des descendants. C'est de ce point que commence le chemin de notre histoire nocturne. Une histoire où chaque pierre est une page, chaque étoile un rappel que tout est transitoire, sauf la mémoire. La nuit tombe sur les terres de Haute et de Basse Égypte, alors qu'à l'horizon, les contours de la vallée sont à peine discernables. Dans cette douce obscurité, au milieu du souffle régulier du désert et du murmure du Nil, l'État se forme, non par magie, mais par l'appel du temps, avec persévérance, lentement, inévitablement. Autrefois, dans un passé lointain, l'Égypte n'était pas unie. Ses terres étaient divisées en 2 royaumes. Au sud, le long de falaises déchiquetées et de rives abruptes, s'étendait la Haute-Égypte. Au nord, où le Nil se ramifiait en des dizaines de bras dans le delta fertile, s'étendait la Basse-Égypte. Leur peuple vénérait des dieux différents, portait des vêtements différents, parlait des dialectes différents, et pourtant, ils étaient les enfants du même grand fleuve. C'est de là, du sud, qu'émerge une figure qui unira ces terres, en un seul royaume. Son nom est Ménès, ou, comme le supposent les égyptologues modernes, Narmer. Son nom est comme un murmure dans la pierre, un écho de force et de volonté. Il était un souverain de Haute-Égypte, mais son rêve n'était pas de régner, mais d'unir. Non de détruire, mais de créer. La palette de Narmès, découverte par les archéologues, est devenue le premier manifeste du pouvoir, gravé dans la pierre. Elle représente un triomphe, un symbole non seulement d'une victoire militaire, mais de la naissance d'une nouvelle ère. Sur cette pierre, le souverain, coiffé de la couronne de l'Égypte unie, regarde le monde avec retenue et sévérité, comme s'il savait que son acte résonnerait à travers les millénaires. Ménès déplaça la capitale dans une ville située entre les 2 pays. Cette ville reçut le nom de Memphis. Ici, où les eaux de Haute et de Basse-Égypte se rencontraient, naquit le pouvoir que l'on appela Pharaon. Non seulement un roi, mais un lien entre le ciel et la terre, entre les hommes et les dieux, entre le passé et l'éternité. Le Pharaon était l'incarnation d'un dieu vivant. De son vivant, il était Horus, le faucon divin, protégeant l'Égypte depuis les cieux. Après sa mort, il était Osiris, le souverain du monde souterrain. Sa parole était loi, son souffle un rituel, sa vie un symbole. Toute la structure de la société égyptienne s'est construite autour de lui, comme les étoiles autour d'une étoile polaire. C'est à cette époque que commence ce que les historiens appellent la période Tinnite. Environ 3000 ans avant notre ère, l'Égypte est devenue un État. Des lois apparaissent, des castes sacerdotales sont créées, les premières tombes sont construites. C'est une période où la religion devient une partie intégrante du gouvernement. Chaque temple n'est pas seulement la maison d'une divinité, mais aussi un centre de pouvoir, un lieu de conservation du savoir, des céréales et de l'artisanat. Les pharaons de cette époque régnaient depuis Abydos et Memphis. Ils ordonnèrent la construction des premières mastabas, des tombes en pierre, précurseurs des pyramides. Leurs âmes, selon les croyances, devaient poursuivre leur chemin dans l'autre monde, mais pour cela, le corps devait être préservé.
C'est ainsi que naquit l'art de la momification, la science sacrée de la victoire sur la mort. Mais le plus important à cette époque n'était ni la construction, ni le pouvoir. Plus importante était la conscience de l'unité. Les Égyptiens commencèrent à percevoir leur pays comme un organisme unique où chaque être humain faisait partie d'un plan divin. Agriculteurs, scribes, prêtres, souverains. Chacun était un maillon d'une grande chaîne où perturber l'équilibre signifiait offenser Maat elle-même, la déesse de la vérité et de l'harmonie. Ainsi, du pouls du Nil et de la volonté des hommes, naquit l'Égypte, non pas comme un lieu sur la carte, mais comme une idée, comme un ordre, comme l'éternité. Son unification ne fut pas seulement un événement, ce fut la naissance d'une civilisation qui vivrait des milliers d'années, laissant derrière elle non seulement des pierres et des ruines, mais aussi une trace dans les âmes. Et dans le silence de la nuit, nous entendons cette trace, dans le bruissement des hiéroglyphes, dans l'ombre des falaises, dans le souffle de l'ancien fleuve. Lorsque le soleil se lève sur le désert et projette les premiers rayons dorés sur les eaux du Nil, l'ancien Égyptien entendait dans chaque souffle du vent matinal le souffle des dieux. Pour lui, le monde n'était jamais sans âme, il était vivant, animé, peuplé de forces aussi réelles que la terre sous les pieds et les étoiles au-dessus de la tête. La foi imprégnait tout. Elle ne se séparait pas du quotidien, ne s'opposait pas à la raison, n'avait pas besoin de preuves. La foi était comme l'air, invisible mais nécessaire. Au centre de la vision du monde égyptienne se trouvait le cosmos, construit selon les lois de Maat, le grand ordre, la justice, la vérité et l'équilibre. Tout ce qui est vivant et inanimé, tous les fleuves et les montagnes, toutes les actions et les paroles étaient soumis à cette harmonie inconnue mais implacable. Maat n'était pas seulement une idée, elle était une déesse, la personnification du fondement même de la création. Sa plume, légère comme un souffle, était pesée contre le cœur du défunt dans la salle de la vérité. Si le cœur était lourd de mal, l'âme disparaissait pour toujours. Mais avant le jugement, avant la mort, il y avait la vie. Et dans la vie, les Égyptiens s'entouraient de Dieu, avec amour, avec révérence, avec une franchise enfantine et une maturité philosophique. Il y avait beaucoup de dieux, et chacun d'eux reflétait une partie de l'univers. Leurs visages changeaient, s'entremêlaient, se reflétaient les uns les autres, comme l'eau dans un étang, claire et profonde à la fois. Atum, le Dieu créateur, né des eaux primordiales du chaos, qui a créé le monde à partir de lui-même. Il fut le premier mot, le premier souffle. Avec lui, Eka, l'esprit de la magie, non pas la volonté, mais la possibilité même de l'existence, comme si le tissu de l'être dépendait de lui. Tout ce qui arrivait par Eka. Et puis, il y eut Ra, le dieu soleil, dont la barque descendait chaque nuit dans le monde souterrain pour renaître à l'aube. Il éclairait la terre, donnait chaleur et vie. Il était vénéré partout. Les prières commençaient par son nom. Sa couronne solaire ronde devint le symbole de l'éternité. Osiris, le dieu de la vie et de la mort, le dieu de la résurrection. Son corps fut démembré et dispersé sur la terre, mais son épouse et sœur, Isis, le reconstitua, lui insuffla la vie. Et de leur amour naquit Horus, le dieu faucon, protecteur des pharaons, symbole du pouvoir royal. L'œil d'Horus devint le symbole de l'intégrité, de la guérison, de la vision qui pénètre l'espace et le mensonge. Seth, le frère d'Osiris,
dieu des déserts, de la tempête et de la destruction, de l'envie et des conflits. Il était craint, mais respecté, car le monde est impossible sans ombre. Il était une épreuve pour les vivants. Hathor, la déesse de l'amour, de la musique, de la beauté. Elle prenait la forme d'une vache qui donnait du lait ou d'une femme avec un sistre qui éveillait la joie. Dans les temples, on lui chantait et on dansait. Nous, la mer céleste, dont le corps constellé d'étoiles s'étendait sur le monde. Geb, la terre, qui gisait sous elle, son frère et amant. Chaque jour, elle donne naissance au soleil, et chaque soir, il retourne dans son sein. L'Égypte ne connaissait pas de monothéisme strict, mais elle connaissait la vénération. Il y avait des lieux où un dieu était au centre, et cela était considéré comme naturel. À Memphis, Ptah, le créateur par l'intellect et la parole. À Thèbes, Amon, l'invisible, le grand. À Héliopolis, Ra. Ils fusionnaient tous, changeaient, se reflétaient les uns les autres, comme l'eau dans un étang, claire et profonde à la fois. Les dieux d'Égypte vivaient dans les temples, mais n'étaient pas emprisonnés dans la pierre. Ils étaient dans l'eau, dans le sable, dans la flamme de la lampe, dans le souffle du vent qui faisait onduler le rideau à midi. Chaque jour était un rituel. La toilette matinale, l'offrande de nourriture, l'allumage de la lampe, ce n'était pas une routine, mais un acte sacré qui maintenait l'équilibre dans le monde. Et quand un homme mourait, il continuait son chemin. Il arrivait dans la salle de la vérité, se présentait devant Osiris, et s'il était digne, il entrait dans les champs d'Iharu. Mais avant cela, il devait connaître les lois de Math. De ses lèvres, il prononçait la confession négative. Je n'ai pas volé. Je n'ai pas menti. Je n'ai pas causé de souffrance. Je n'ai pas été cruel. Ce n'était pas seulement une liste d'actions. C'était une âme purifiée de la vanité. La religion en Égypte n'est pas une croyance en un miracle. C'est la confiance en l'ordre, l'acceptation du monde, la compréhension que tout a sa place. Et chaque soir, en regardant les étoiles, l'Égyptien sentait qu'il n'était pas seul, que tout autour de lui était plein de sens, que même la mort n'était pas une fin, mais une transition. Tels étaient les dieux d'Égypte, non pas lointains et indifférents, mais proches, liés, vivant dans chaque pierre et chaque mot. Et peut-être est-ce pour cela que, à travers les millénaires, leurs images nous regardent encore, des fresques, des statues, des profondeurs des rêves. Lorsque la lumière du matin touche les géants de pierre du plateau de Gizeh, le silence devient presque palpable. Ces colosses se dressent ici depuis plus de 4000 ans. Imperturbables, silencieux, ils contemplent le désert, où les pharaons se sont succédés, les empires ont disparu et les vents du temps sont passés. Mais eux sont restés. Ainsi commença l'Ancien Empire, l'une des périodes les plus monumentales de l'histoire de l'humanité. Ce fut le temps où l'Égypte non seulement s'unit, mais commença à créer de telle sorte qu'elle traverserait les siècles. Entre le 27e et le 22e siècle avant J.C., le pays connut la paix, l'ordre et l'aspiration à la grandeur. Ce fut l'époque des architectes, des scribes, des sages et des tailleurs de pierre qui ne se contentèrent pas de construire, ils laissèrent une trace pour l'éternité. Le pharaon Djéser, qui régna vers le 27e siècle avant J.C., fut le premier à vouloir que sa tombe soit différente de toutes les autres. Pas seulement une mastaba,
mais quelque chose d'autre. Son architecte, un sage nommé Imhotep, proposa une nouvelle solution: ériger une mastaba en plusieurs couches, l'une sur l'autre, pour créer une structure en gradin. C'est ainsi que naquit la première pyramide, simple dans sa forme, mais grandiose dans son essence. Elle s'éleva au-dessus du désert à Saqqara, comme un défi au temps. Imhotep n'était pas seulement architecte, mais aussi le premier scientifique dont les œuvres médicales nous sont parvenues. Il décrivit des maladies, étudia l'anatomie, chercha les causes des souffrances, non pas dans les malédictions, mais dans le corps humain. Son nom fut prononcé avec révérence pendant des siècles, comme l'incarnation de la raison et du savoir. Après Djéser commence l'ère des grandes pyramides. Les souverains de la 4e dynastie, Khéops, Khéphren et Mykérinos, créent ce qui sera plus tard appelé l'une des 7 merveilles du monde. Le plateau de Gizeh devient le symbole de l'Égypte, et la terre elle-même commence ici à respirer la pierre et l'histoire. La pyramide de Khéops, que les Grecs appelleront plus tard la pyramide de Khéops, s'élève à plus de 140 mètres de haut. Des millions de blocs de calcaire, chacun pesant plusieurs tonnes, ont été posés avec une précision méticuleuse. Comment? Une question à laquelle il n'y a toujours pas de réponse unique. Certains disent génie de l'ingénierie, d'autres technologie oubliée. Mais tous s'accordent à dire c'est une manifestation de la volonté et de la foi en l'éternité. La pyramide de Khéphren se dresse à côté. Elle est couronnée d'un revêtement partiellement conservé qui brillait autrefois au soleil, comme un miroir. Devant elle, le grand sphinx, le visage d'un homme, le corps d'un lion. Il contemple le lever du soleil depuis plus de 40 siècles. Ses yeux sont timidement recouverts par le sable du temps, mais son regard est toujours clair. Qui est-il? Un portrait du pharaon? Une gardienne de la nécropole? Ou l'âme de l'Égypte elle-même? La pyramide de Mykérinos, la plus petite des 3 mais non moins élégante. En son sein, repos, labyrinthe, rituel, mémoire. Il est intéressant de noter que, contrairement aux mythes, les pyramides n'ont pas été construites par des esclaves. Les données historiques le prouvent, les bâtisseurs étaient des hommes libres, souvent hautement qualifiés. Ils recevaient un logement, de la nourriture, des soins médicaux. Ils ne construisaient pas par peur, mais par fierté, car chaque bloc était une prière. Chaque niveau, un pas vers l'au-delà. C'était une question d'honneur, une tâche nationale, remplie de sens. L'idée de la pyramide n'est pas seulement une tombe. C'est un escalier vers le ciel, un symbole de l'ascension de l'âme, du fondement au sommet, de la terre à Ra. À l'intérieur des pyramides reposaient les corps des pharaons, soigneusement momifiés. Le corps devait être préservé pour que l'âme puisse y retourner. À côté, on plaçait des vases avec de la nourriture, des statuettes de serviteurs, des amulettes et des papyrus avec des sorts, tout ce dont on avait besoin dans l'autre monde. C'est ainsi que naquit le Livre des morts, un rouleau d'instructions pour l'âme afin qu'elle ne s'égare pas. À l'époque de l'Ancien Empire, le système étatique se consolide également. Les scribes notaient tout: récolte, offrande, loi, généalogie. La bureaucratie ne devint pas un fardeau, mais le fondement de l'ordre. Chacun connaissait sa place. Chacun comprenait que son travail s'inscrivait dans le plan général. Mais même dans cette grandeur, une étincelle de fragilité se cachait.
Avec le temps, les pharaons devinrent de plus en plus faibles, la noblesse plus puissante. Vers la fin de l'Ancien Empire, une période de fragmentation s'installe. L'Égypte perd son unité pendant un certain temps, mais le souvenir du grand reste. Dans chaque pierre, dans chaque légende, dans chaque regard sur les pyramides, quand on se tient à leurs pieds et qu'on réalise « on est un grain de sable dans le temps ». Mais même un grain de sable peut refléter la lumière. Après la grandeur vient toujours le silence. Et dans l'histoire de l'Égypte, ce silence n'était pas un repos, mais une fissure. Vers la fin de l'Ancien Empire, vers le 22e siècle avant J.C., le pouvoir des pharaons commença à décliner. Le système qui avait maintenu l'ordre pendant des siècles commença à s'effondrer sous le poids de sa propre grandeur. Les pays n'obéissaient plus au centre. Les noms, régions locales, commencèrent à se gouverner de manière autonome, et chaque souverain local se sentait presque comme un pharaon. Cette période est appelée la première période intermédiaire. Une période agitée, fragmentée, troublante. L'Égypte n'était plus unie. Le nord et le sud du pays se sont séparés. En Haute-Égypte, la ville de Hiérakonpolis s'est élevée, et plus tard, Thèbes. En Basse-Égypte, Memphis, affaiblie mais toujours significative. Entre ces régions, une lutte pour le contrôle, pour la vérité, pour la mémoire. Mais même dans cette époque sombre, la foi ne s'est pas éteinte. Les gens ont continué à vivre, à construire, à prier. De nouvelles formes d'art sont apparues, plus humaines, plus terre à terre. Dans les statues, non seulement les idéaux, mais aussi les traits réels se reflétaient désormais. Les gens cherchaient la proximité, pas la distance. Même dans le déclin, l'Égypte est restée l'Égypte, un pays où l'histoire ne meurt pas, mais passe à un autre rythme. Le pays fut à nouveau unifié depuis le sud. À Thèbes, une nouvelle dynastie s'élève et son souverain est Montuhotep II. Au début du XXIe siècle avant J.C., il réussit à conquérir Hiérakonpolis, à soumettre les terres fragmentées et à restaurer l'unité. Ainsi commença le Moyen Empire, un nouveau chapitre rempli de renaissance. L'époque du Moyen Empire, qui s'étend sur environ 400 ans, n'est pas seulement une victoire politique, c'est le retour de l'harmonie. Thèbes devient la nouvelle capitale, et avec elle vient une nouvelle esthétique, une nouvelle pensée. L'art aspire à nouveau au sublime, mais n'oublie pas l'humanité. Dans les temples, les hymnes résonnent non seulement aux dieux, mais aussi à l'homme lui-même, à son devoir, à son âme, à ses peurs et à ses espoirs. Les pharaons du Moyen Empire n'étaient pas seulement des chefs de guerre et des bâtisseurs. Ils étaient des législateurs, des organisateurs, des observateurs. L'un d'eux, Amenemhat Ier, fonda une nouvelle capitale, Itigi-Taoui. Il n'était pas seulement un souverain, mais aussi un philosophe. Ses enseignements nous sont parvenus comme un exemple de sagesse égyptienne. Comment gouverner, comment vivre, comment être juste. À l'époque de la 12e dynastie, l'Égypte étend à nouveau ses frontières. Elle pénètre au sud en Nubie et fortifie les forteresses frontalières. Elle ravive les systèmes d'irrigation, améliore l'agriculture, ouvre des routes commerciales vers l'Asie. Le monde est à nouveau entre ses mains, et bien que les ombres du passé tremblent encore dans la mémoire, le pays est à nouveau rempli de lumière. C'est aussi l'ère des premières armées régulières. L'Égypte ne se fie plus uniquement aux mobilisations soudaines. Elle crée une force armée permanente et disciplinée.
Les frontières sont gardées, le commerce fleurit, les temples sont rénovés. Sous Sésostri Ier, le temple de Karnak est construit, l'un des futurs symboles de l'éternité. Mais, comme si souvent, après la lumière, une ombre se lève à nouveau. Vers la fin du Moyen Empire, le pouvoir décline. La 13e dynastie n'est plus aussi forte que ses prédécesseurs. La discorde, les difficultés internes, la tension relâchée aux frontières, tout cela devient une invitation pour les étrangers. De nouveaux peuples arrivent du nord. Mystérieux, forts, différents des Égyptiens. On les appelle les Hyksos, rois étrangers. Ils apparaissent vers le XVIIIe siècle avant J-Chiksé, s'installent dans le delta du Nil, construisent la ville d'Avarie. Leurs souverains ont des noms sémitiques, leurs armes sont le bronze et les chars. Ils apportent de nouvelles technologies, mais aussi la peur. Les Hyksos conquièrent la Basse-Égypte. Thèbes reste indépendante, mais assiégée. La deuxième période intermédiaire commence. Mais c'est déjà l'histoire du prochain chapitre. Mais en attendant, nous entendons, malgré le tumulte, les lampes brûler à Thébès. Les prêtres lisent à nouveau les prières de Maat. La foi vit dans le cœur des gens, que même après l'obscurité, le soleil se lève, et l'Égypte se relèvera, comme elle s'est relevée auparavant, car l'Égypte n'est pas seulement un pays, c'est le souffle du temps. Parfois, l'histoire se déroule calmement et paisiblement, comme le Nil dans sa crue bénie. Mais parfois, quelque chose de nouveau pénètre dans ce fleuve, quelque chose qui change son cours, effraie et force ensuite à grandir. C'est ainsi que les Hyksos sont arrivés en Égypte. On les appelait Heka Kassout, souverains des pays étrangers. Pour les Égyptiens habitués au concept de Ma'at, harmonie et ordre, ces nouveaux venus étaient l'incarnation de l'autre, le chaos, l'inattendu, l'invasion. Mais les Hyksos n'étaient pas des destructeurs, mais plutôt des porteurs de changement. Ils sont apparus dans le delta du Nil à la fin du XVIIIe siècle, avant J-C. Leur origine exacte est inconnue. Il s'agissait probablement de peuples du Levant, de Syrie, de Palestine, des pays de la Méditerranée orientale. Ils parlaient des langues sémitiques, vénéraient leurs dieux, avaient d'autres coutumes. Mais le plus important, ils apportaient avec eux des technologies que l'Égypte ne connaissait pas encore. C'étaient des chars légers et rapides, tirés par des paires de chevaux. C'était l'arc composite, à longue portée, puissant, mortel. C'était le bronze, un métal capable de forger non seulement des armes, mais aussi la domination. Les Hyksos utilisèrent ces innovations pour prendre le pouvoir en Basse-Égypte. Leur capitale devint la ville d'Avaris, située à l'est du delta. Mais ce n'étaient pas des barbares. Ils adoptèrent les coutumes égyptiennes, régnèrent en pharaon, firent des offrandes aux dieux égyptiens. Dans leurs palais résonnait la langue égyptienne, sur les murs, des reliefs égyptiens. Ils laissèrent derrière eux une culture mixte, et aussi étrange que cela puisse paraître, c'est précisément cela qui allait plus tard devenir la base d'un renouveau. Thèbes, la capitale du Sud, ne se soumit pas. Les souverains de Thébès regardaient vers le nord avec douleur et détermination. Ils savaient que les Hyksos avaient violé Maat, et Maat devait être restauré. Apparaît la figure de Sekenenre-Taha, un pharaon dont la vie marqua le début d'une grande résistance. Il commença la lutte contre les Hyksos, mais tomba au combat. Sa momie fut retrouvée par les archéologues avec des fissures sur le crâne, des traces d'une mort violente.
Ses fils, Kamosé et Amosis, poursuivirent la lutte. Amosis ici, dont le nom signifie « né de la lune », fut celui qui mena l'entreprise à son terme. Il chassa les Hyksos, détruisit leur capitale, unifia à nouveau l'Égypte définitivement. À partir de ce moment, une nouvelle ère commence, le Nouvel Empire. Mais avant de quitter les Hyksos, il convient de noter, malgré la douleur et la souffrance, malgré l'invasion, l'Égypte hérita beaucoup de ses étrangers, les chars, de nouveaux types d'armes, des technologies agricoles, de la diplomatie, de la fortification. Parfois, c'est précisément la menace extérieure qui force une civilisation à se repenser et à devenir plus forte qu'auparavant. Et c'est ce qui s'est passé. L'Égypte est sortie des ténèbres non pas affaiblie, mais transformée. Elle est devenue une puissance militaire. Elle a appris à se défendre, mais aussi à s'étendre. Sous Amosis et ses successeurs, l'Égypte entre dans la phase la plus brillante et la plus majestueuse de son existence. Bientôt, Thoutmôsis et Hatchepsout, Akhenaton et Néfertiti, Ramsès le Grand et Toutankhamon entreront en scène. Mais dans leur ombre, Amosis sera toujours là, le libérateur, le restaurateur, le début d'une nouvelle aube. Et dans cette aube, dans une légère brume poussiéreuse à l'horizon, l'Égypte, éveillée et renforcée, se prépare à raconter son nouveau chant, le chant du nouvel empire. Quand l'Égypte renaquit après les troubles, elle n'était plus la même. Libérée, renouvelée, inspirée par la douleur de la perte et la joie du retour, elle entre dans une ère de grandeur. C'est le temps, le nouvel empire, l'âge de l'empire, l'âge des pharaons dont les noms, des siècles plus tard, au milieu des sables et sous les dômes des musées, seront prononcés. Un âge où l'Égypte non seulement se défendait, mais devint conquérante, créatrice de goût, gardienne de secrets et sommet du monde. Le début de cette époque est lié à Amosis Ier, le libérateur, qui chassa les Hyksos et posa les fondations d'une nouvelle dynastie, la XVIIIe. Sous son règne, l'Égypte se consolide intérieurement. Les temples sont restaurés, les prêtres retrouvent leur pouvoir, l'armée devient permanente et forte. Thèbes est à nouveau la capitale, et dans ses temples résonnent des hymnes à Amon, élevé sur le trône des dieux. À partir de la XVIIIe dynastie, le terme « pharaon » commence à être appliqué aux souverains et deviendra plus tard le titre officiel. Vient l'ère des conquêtes. Thoutmôsis Ier entreprend des campagnes et étend les frontières de l'Égypte jusqu'à l'Euphrate. Sa fille, la grande reine Hatchepsout, monte sur le trône, non pas comme régente, mais comme souveraine à part entière. Elle ne mena pas de guerre, mais son nom devint le symbole de la diplomatie, du commerce et de l'épanouissement culturel. Hatchepsout fait construire l'un des temples les plus élégants d'Égypte, à Deir el-Bahari. Blanc comme neige, à plusieurs niveaux, comme s'il était né du rocher lui-même, il impressionne encore aujourd'hui par son harmonie. Elle ouvre des routes maritimes vers le mystérieux pays de Punt, noue des relations internationales, apporte en Égypte des résines aromatiques, de l'or, des animaux et des plantes exotiques. Sous son règne, le pays prospère, mais son nom sera plus tard tenté d'être effacé. Son successeur est, éventuellement, co-régent, Thoutmôsis III, l'un des plus grands chefs militaires de l'histoire de l'Égypte, voulut que seuls les hommes se souviennent de qui régnait sur le pays. Il entreprend plus de 20 campagnes militaires et transforme l'Égypte en un empire.
Son armée porte le drapeau du pharaon en Syrie, en Palestine, en Nubie. L'Égypte devient une puissance avec laquelle il faut compter. Son empire s'étend de la côte méditerranéenne aux eaux méridionales du Nil. Dans le même temps, la science, la médecine et l'artisanat connaissent un essor. Les archéologues trouvent des papyrus avec des recettes de médicaments, des descriptions d'opérations chirurgicales, des règles d'hygiène féminine. La bière est utilisée comme médicament. Des bains et des piscines sont construits, non seulement pour la purification du corps, mais aussi pour le plaisir. Les médecins étudient l'anatomie, écrivent des manuels, observent le ciel. Mais au sommet du pouvoir, l'Égypte est confrontée à un nouveau dilemme. Le pouvoir des prêtres grandit. Le pouvoir des prêtres d'Amon devient particulièrement grand. Ils possèdent des terres, des richesses, de l'influence. Et puis, un pharaon monte sur le trône qui décide de changer l'essence même de la foi. Son nom est Amenhotep IV, mais plus tard, il deviendra Akhenaton, esprit vivant d'Aton. Il rejette le Panthéon, ferme les temples, construit une nouvelle capitale, Akhénaton, aujourd'hui connu sous le nom d'Amarna. Il vénère un seul dieu, Aton, le disque solaire. Son épouse, la reine Néfertiti, devient son alliée, un idéal de beauté et de force. Ensemble, ils créent une nouvelle religion, une nouvelle esthétique, une nouvelle politique. La sculpture devient vivante, naturelle. Dans les représentations apparaissent des sourires, des mouvements, de l'humanité. Mais les réformes d'Akhénaton sapent le fondement de la tradition. Les prêtres sont privés de leur pouvoir. Le peuple est confus. Après sa mort, tout revient à l'ancien. Son fils monte sur le trône, un garçon dont le nom sera plus tard connu du monde entier. Toutankhaton devient Toutankhamon. Il ramène le pays à l'ancienne foi, déplace la capitale à Thèbes, restaure les temples d'Amon. Son règne est court. Il meurt jeune et laisse derrière lui une tombe intacte qui sera découverte 3000 ans plus tard par Howard Carter. Ce sera une sensation, mais c'est l'histoire de l'avenir. Après lui vient le plus grand de tous les pharaons, Ramsès II. On l'appelle Ramsès le Grand. Il construit Abou Simbel, 2 temples taillés dans le roc, dédiés à lui et à son épouse bien-aimée Néfertari. Il conclut le premier traité de paix de l'histoire, avec les Hittites, après la bataille de Kadesh. Il construit, règne, conquiert, vit près d'1 siècle. Il devint un mythe de son vivant. On l'appelait le grand ancêtre. Il était craint et respecté. Il survécut à des femmes, des enfants, des époques et des guerres. Après lui, l'Égypte commença lentement à s'estomper. Mais la flamme, allumée à l'époque du Nouvel Empire, brûlerait encore longtemps, dans les temples, dans le sable, dans la mémoire. Et nous entendons, à travers les millénaires, toujours ce feu, le vent qui caresse le visage du Sphinx, la lumière qui tombe sur les colonnes de Karnak, le silence qui entoure le tombeau du jeune roi. L'Égypte vit, car la mémoire ne meurt pas. Le soleil sur l'Égypte brille encore, mais il ne réchauffe plus comme avant. La grandeur est toujours là, dans les temples, dans les campagnes, dans les noms titrés. Mais à l'horizon, des ombres se rassemblent. Le vent de l'histoire change de direction. De nouvelles voix, de nouveaux peuples, de nouvelles menaces s'y mêlent. Après Ramsès II, l'Égypte tente de maintenir son rôle de puissance dominante, mais tout devient plus difficile. Les successeurs du grand pharaon peinent à supporter la pression, tant de l'intérieur que de l'extérieur.
À l'horizon apparaissent de nouveaux ennemis, des peuples dont le nom est murmuré avec inquiétude. On les appelle les peuples de la mer. Leur origine reste un mystère. Ils venaient peut-être de la mer Égée, des côtes des Balkans ou d'Asie mineure. Ils se déplaçaient le long de la côte, conquérant des villes, détruisant des royaumes, comme un flot auquel on ne pouvait résister. Ils avaient déjà détruit l'empire hittite, ravagé Chypre, attaqué le Levant. Leurs navires transportaient des guerriers armés de bronze, avec une volonté farouche et une soif de terre. En Égypte, Ramsès III règne. On l'appelle le dernier grand pharaon. Il reconnaît la menace et s'y prépare. Il fortifie les côtes, rassemble des troupes, construit une flotte. Et lorsque, à la fin du XIIe siècle avant JC, les peuples de la mer approchent, l'Égypte est prête. La bataille fut grandiose. Des eaux imprégnées de cris et de cuivre. Des rives couvertes de cadavres. Mais l'Égypte l'emporte. Grâce à la stratégie, à la discipline et peut-être à la volonté des dieux. Ce fut une victoire, mais aussi une prémonition de la fin. Après cette guerre, l'Égypte n'est plus la même. La victoire a coûté cher. Les conflits internes s'intensifient. Les prêtres deviennent plus puissants que les pharaons. Le pouvoir s'effrite comme le plâtre fissuré d'un vieux temple. Les terres autrefois soumises à l'Égypte sont perdues. En Nubie, des révoltes éclatent. En Asie, de nouvelles forces gagnent en puissance. Les prêtres d'Amon, qui avaient concentré entre leurs mains d'immenses terres et richesses, deviennent un État dans l'État. Parfois, ils gouvernent le pays au nom du pharaon, parfois à sa place. Le pouvoir centralisé s'effondre. L'Égypte entre dans une période connue sous le nom de troisième période intermédiaire. Ramsès XI règne, le dernier de la 20e dynastie. Son pouvoir s'étend à peine au-delà de Thèbes. L'administration est corrompue, le trésor est vide, les temples sont pleins mais silencieux. C'est la fin d'une grande époque. Et pourtant, même dans ce coucher de soleil, il y a des reflets de l'ancienne splendeur. L'un des fils de Ramsès II, Khaemouasset, devint l'un des premiers restaurateurs et collectionneurs de souvenirs antiques connus en Égypte. Il voyage dans les anciens temples, restaure des inscriptions oubliées, note les noms de pharaons depuis longtemps disparus. C'est un archéologue avant l'avènement de l'archéologie. C'est la voix de la mémoire dans le silence. Il savait que les empires meurent, mais le savoir demeure. Il comprenait que la poussière recouvre tout, sauf la vérité. Et ainsi, l'Égypte, épuisée, affaiblie, fragmentée, est toujours là. Elle ne domine plus les mers. Son armée n'est plus crainte à l'étranger. Mais dans son cœur, des temples de pierre, des textes d'or, le souvenir du soleil qui ne disparaît jamais complètement. Des rois étrangers succéderont aux pharaons. Les Assyriens viendront, puis les Perses. Mais l'Égypte vivra, dans les légendes, dans le sable, dans les lignes des hiéroglyphes, car ce n'est pas seulement un pays, c'est une civilisation qui sait mourir lentement, avec dignité, et renaître. Quand un arbre vieillit, son écorce se fend, mais les racines sont toujours vivantes. Il en fut de même pour l'Égypte à la fin du premier millénaire avant JC. Elle ne dirigeait plus le destin des autres peuples. Elle ne menait plus de campagne au-delà de ses frontières. Mais elle était toujours là, avec ses temples anciens, avec un peuple qui se souvenait des pharaons,
avec des dieux en qui l'on croyait encore. Cependant, de nouvelles forces commencèrent à s'immiscer dans cette fragilité. Au 7e siècle avant J.C., une grande puissance s'élève à l'est, l'Assyrie. Elle est comme un tourbillon. Elle conquiert des villes, détruit des capitales, brûle des bibliothèques. Ces guerriers ne connaissent pas la pitié. En 671 avant J.C., le roi assyrien Assarhaddon envahit l'Égypte. Il conquiert Memphis, capture le roi, établit sa domination. Les Assyriens laissent des garnisons, mais ne s'enracinent pas. Ils s'intéressent aux tribus, pas à la culture. Et ainsi, dès que leur pouvoir diminue, l'Égypte se relève. Mais ce n'est plus la même Égypte. Ce sont des fragments qui vivent de la mémoire. Pendant une courte période, le pays retrouve son indépendance. Le roi Pianki de Couche, le royaume du Sud en Nubie, unit l'Égypte et se proclame pharaon. Ainsi commence la 25e dynastie, la dynastie des pharaons noirs. Leur pouvoir se consolide sur la base de la religion et des traditions. Ils honorent les anciens cultes, restaurent les temples, parlent égyptien. Mais leur règne est de courte durée. En 525 avec J.Q.C., une nouvelle puissance arrive, la Perse. Le roi Cambyse II, fils du grand Cyrus, envahit l'Égypte et la vint à Péluse. Les Égyptiens, profondément religieux, considèrent les chats comme des animaux sacrés, des incarnations de la déesse Bastet. Les Perses utilisent cela comme stratagème de guerre. Ils peignent des chats sur leurs boucliers, lancent des animaux sacrés devant les troupes. Les Égyptiens n'osent pas combattre. La ville se rend. L'Égypte devient une satrapie de l'Empire perse. Les Perses règnent durement mais efficacement. Ils construisent des routes, édictent des lois, gardent les frontières. Mais le peuple ne les accepte pas comme les siens. C'est une puissance étrangère, et l'Égypte aspire. 2 siècles passent, et puis, de Macédoine, une nouvelle étoile se lève. Alexandre, jeune, indomptable, génial. Dans son armée, des Hellènes, des Thraces, des Perses, des Grecs. Mais l'esprit, un seul, il conquiert la Perse. Vint Darius, continue. En 332 avec J.Q.C., il entre en Égypte, sans combat. Il est accueilli comme un libérateur. Alexandre admire l'Égypte. Il honore ses dieux, offre des présents à Amon, visite l'oracle de Siwa. Les prêtres du temple d'Amon à Siwa reconnaissent en lui un esprit divin, renforçant ainsi sa légitimité aux yeux des Égyptiens. Il fonde une ville, Alexandrie. Pas seulement une ville, mais un symbole d'une nouvelle ère. Ici, les langues, les philosophies, les peuples se mélangeront. Ici, naîtra une bibliothèque où sera rassemblé le savoir du monde entier. Ici, s'allumeront des phares qui guideront les navires et les idées. Alexandre quitte l'Égypte pour conquérir l'Orient. Mais il meurt bientôt. Son corps, selon la légende, reviendra à Alexandrie, où il sera enterré avec les honneurs, comme un pharaon. Après sa mort, son général, Ptolémée, règne sur l'Égypte. Il sera le fondateur d'une nouvelle dynastie, la dynastie ptolémaïque. Elle durera près de 3 siècles. Sous leur règne, l'Égypte conserve son visage, mais adopte aussi de nouvelles choses. Grecs et Égyptiens vivent côte à côte, mélangent les cultes, créent une nouvelle mythologie. L'Égypte cesse d'être isolée. Elle devient un carrefour des mondes. Mais tout cela n'est que le prélude à la fin. La dernière représentante de la dynastie, Cléopâtre, intelligente, déterminée, belle, elle deviendra le symbole de la résistance. Une femme qui veut garder l'Égypte libre. Elle s'allie à Jules César, puis à Marc-Antoine, mais Rome est plus forte. En 30 au Steve et au JC, Cléopâtre se suicide.
L'Égypte devient une province de l'Empire romain. Ainsi s'acheva le royaume, vieux de plus de 3000 ans. La terre des pharaons, des dieux, des pyramides et des temples est maintenant une partie d'un empire étranger. Mais la mémoire ne disparut pas. Le sable gardait des secrets, les murs se taisaient, mais n'oubliaient pas. Les momies dormaient dans leurs tombes, attendant ceux qui entendraient à nouveau leur voix. Et cette voix sera entendue. Après Cléopâtre, le silence. Pas littéralement, non. La vie continuait. Les gens continuaient à semer le grain, à faire des offrandes, à prier et à regarder les étoiles. Mais au cœur de l'Égypte, un silence d'une autre nature s'installa. Le silence de la soumission. En 30 Anitzia, J.C., l'Égypte devint une province de l'Empire romain. Elle ne choisissait plus ses dirigeants. Elle n'écrivait plus de lois. Sa voix se tut dans la salle des assemblées, mais continua de résonner dans les temples. Les Romains respectaient l'Égypte. Ils admiraient son antiquité, son savoir, ses dieux. Les empereurs, à l'instar des pharaons, faisaient des offrandes à Karnak et Luxor. Même César s'inclina devant la grandeur du Nil. Alexandrie, fondée par le grand Macédonien, devint le centre culturel et scientifique du monde. C'est là que se trouvait la bibliothèque, le cœur du savoir antique. C'est là que l'on pensait, que l'on écrivait des traités, que l'on créait des cartes, que l'on étudiait le ciel. Des savants, des philosophes, des poètes, des mathématiciens affluaient vers cette ville où l'Orient et l'Occident respiraient le même vent. Mais l'Égypte, en tant que partie de Rome, ne vivait plus sa propre vie. Son rôle était pratique, le pain, le lin, le papyrus. Sa terre, une ressource, son esprit, l'histoire. Avec l'avènement du christianisme, le monde égyptien commença à changer à nouveau. Les premiers chrétiens apparurent ici dès le 1er siècle de notre ère. On pensait que l'apôtre Marc lui-même avait apporté la bonne nouvelle à Alexandrie. Rome vénérait encore ses dieux, tandis qu'en Égypte, les premières communautés chrétiennes commençaient déjà à se former. Des siècles passèrent, l'Empire s'effondra. Au IVe siècle, le monde romain se divise en Occident et Orient. L'Égypte tombe sous la domination de Byzance. Jusqu'à la fin du IVe siècle, des pratiques sacerdotales subsistaient encore dans certains temples, mais elles cessèrent peu après. Dans les trésors reposent toujours des momies. L'ancienne foi ne cède pas en silence, mais un nouveau coup arrive, non pas par l'épée, mais par la foi. Au 7e siècle, l'islam naît dans la péninsule arabique, une grande religion porteuse de monothéisme, de lois, de paroles. En 646, l'Égypte passe définitivement sous la domination des Arabes. Le calife Omar prend possession du pays, où le sable conserve le passé et le ciel reflète déjà l'avenir. Les anciens temples se vident progressivement. La langue des hiéroglyphes tombe dans l'oubli. Les mots gravés sur les murs deviennent une énigme. Les dieux, dont les noms commençaient autrefois le jour, ne sont plus invoqués. Mais ce n'est pas la mort, c'est un rêve, car l'Égypte n'a pas disparu. Elle s'est simplement retirée en elle-même. Elle est devenue celle qui attend. Sous la terre, des tombes et des temples. Sous une couche de sable, des villes entières. Sous le voile de nouvelles religions et coutumes, l'ancien esprit, aussi vieux que la terre elle-même. Et un jour, après des siècles, cet esprit s'éveillera. Parfois, il faut le silence pour entendre une voix. L'Égypte a longtemps gardé le silence. Ses temples étaient remplis de sable.
ses statues brisées, ses inscriptions oubliées. Mais tout ce temps, elle a attendu. Attendu que viennent ceux qui regarderont à nouveau ses étoiles, écouteront le souffle de sa terre et comprendront « l'Antiquité n'est pas le passé, ce sont les racines du présent ». Et ainsi, le 19e siècle. Le vent du changement souffle sur l'Europe. Savants, artistes, poètes tournent leur regard vers l'Orient. L'Égypte attire de nouveau l'attention. Ces images pénètrent la peinture, l'architecture, la littérature. Et ce n'est pas seulement un intérêt qui commence, mais une véritable égyptomanie, une passion pour les énigmes, pour les pyramides, pour les pharaons. Mais tout commence un peu plus tôt. En 1798, une expédition française, dirigée par Napoléon, arrive en Égypte. Avec les militaires, des savants partent en voyage. En 1799, ils trouvent quelque chose qui va tout changer. Une tablette noire, gravée de 3 écritures. La pierre de Rosette. Dessus, le même texte, en grec, en démotique et en hiéroglyphe. Le grec était compréhensible, et cela devint la clé. Le déchiffrement des écritures oubliées signifiait rendre sa voix à toute une civilisation, et Jean-François Champollion y parvint. En 1822, il présente ses résultats sur le déchiffrement des hiéroglyphes, qu'il publie définitivement en 1824. L'Égypte commence à parler, avec ses propres mots, ses propres noms, sa propre mémoire. Les murs silencieux des temples deviennent des livres. La pierre, la narratrice. À partir de ce moment, une nouvelle ère commence, l'ère de l'archéologie. Des scientifiques du monde entier se rendent dans la vallée du Nil. Des nécropoles sont fouillées, des tombes ouvertes, des papyrus récupérés. Tout ce que la Terre avait conservé pendant des siècles est maintenant mis en lumière. L'un des événements les plus marquants, la découverte de la tombe de Toutankhamon. En 1922, l'archéologue britannique Howard Carter et son mécène Lord Carnarvon trouvent la tombe intacte du jeune pharaon. Derrière la porte, des merveilles, de l'or, des statues, des chars, des bijoux, un trône, un lit, un masque, le visage du roi figé dans le temps. L'Égypte semblait exhaler ce moment, comme un souffle après des millénaires. Le monde fut bouleversé. On parla de la malédiction des pharaons, de mysticisme, de secret. Mais plus important était autre chose. L'Égypte redevint vivante aux yeux de l'humanité. Les artistes peignent des pyramides. Les compositeurs écrivent des opéras. Les architectes construisent des maisons de style égyptien. Livres, films, musées, tout est imprégné de l'image de cette terre ancienne. L'Égypte, non seulement un pays, elle devient le symbole de l'Éternel. Mais derrière cet enthousiasme, aussi un devoir. L'archéologie apprend à ne pas être une chasse au trésor, mais un souci de la mémoire. Le respect de la culture. La compréhension que chaque sépulture n'est pas une exposition, mais l'histoire d'une vie, d'une foi, d'un amour et d'une douleur. À chaque nouvelle découverte, l'Égypte se rapprochait. Non pas comme un pays de mystère, mais comme une histoire humaine, dans le souffle, dans l'aspiration à l'immortalité, dans la nostalgie de la lumière. Les temples racontaient des dieux, les tombes, la peur et l'espoir, les statues, la fierté, et les papyrus, le savoir, l'amour, le soin et la vie. L'Égypte n'était plus une terre silencieuse. Elle parlait à nouveau, pas fort, pas exigeant, mais lentement, doucement, comme un murmure. Et ceux qui écoutaient entendaient. Le vent dans le désert ne s'arrête jamais. Il souffle entre les grains de sable,
comme entre les lignes d'un vieux livre. Et il semble que la terre d'Égypte elle-même respire encore, lentement, profondément, comme un homme plongé dans un rêve. Des milliers d'années, des millions de vies, et tout comme une longue inspiration, remplie de soleil, d'eau, de pierre et de silence. Qu'est-ce que l'Égypte? Ce n'est pas seulement une terre, pas seulement des temples et des pyramides, pas seulement des momies et des fresques, des amulettes et des hiéroglyphes. L'Égypte, c'est l'idée que l'homme peut faire partie de l'Éternel, que les actions, les paroles et les rêves peuvent survivre à la mort, que l'ordre est plus important que le pouvoir, et l'harmonie, le fondement du monde. Les Égyptiens croyaient que la vie ne se terminait pas, que la mort n'était qu'une porte, qu'au-delà, le monde était le même, seulement plus pur, plus clair, éternel. Les champs d'Yaru, un reflet miroir du village natal, la même rive, les mêmes arbres, les mêmes visages. Le paradis, c'est le retour. Un foyer où l'on peut un jour revenir si l'on a vécu en accord avec Math. Et peut-être est-ce précisément pour cela que leur art, leurs textes, leur architecture sont imprégnés d'une aspiration à l'achèvement. Dans chaque salle de temple, la symétrie. Dans chaque inscription, la pensée du temps. Dans chaque pierre, la tentative de retenir ce qui s'échappe. Non pas seulement laisser une trace, mais la rendre éternelle. Nous ne connaissons pas les noms de tous ceux qui ont construit les pyramides, qui ont peint les scènes sur les murs, qui ont composé des hymnes aux dieux, qui ont tressé des couronnes de lotus. Mais nous voyons leur travail, et à travers ce travail, leurs âmes. L'Égypte nous a appris que l'immortalité n'est pas un mythe. C'est la mémoire transmise par l'action, par la parole, par le regard. Aujourd'hui, debout au pied des pyramides, contemplant le masque de Toutankhamon ou observant les fresques du tombeau de Néfertari, nous ressentons un contact avec quelque chose de plus grand, avec une humanité qui a depuis longtemps disparu, mais qui vit encore en nous. Car l'Égypte n'est pas seulement le passé, c'est un miroir. Elle nous montre qui nous sommes. Elle montre comment nous cherchons un sens, comment nous construisons, aimons, croyons, craignons, rêvons. Et comment, malgré tout, nous aspirons à la lumière, et c'est là son éternité. Que les étoiles au-dessus du désert soient silencieuses, que les temples soient détruits, que le sable recouvre les villes, mais le souffle de l'Égypte restera en chacun de ceux qui entendent son appel, en chacun de ceux qui regardent le silence et y entendent une voix. Et ainsi la nuit tombe sur le Nil, le mot cède la place au silence, au cœur, le repos, et dehors peut-être une étoile. Et si l'on écoute, quelque part au fond résonne encore le murmure de l'ancienne Égypte. Bonne nuit.